De Malaga à Marseille, de Naples à Izmir, quelle est l'actualité du bassin méditerranéen? Bienvenue, c'est le journal de la Méditerranée. Tout de suite, le sommaire. La rubrique Vivre ici nous conduira en Égypte où la tension est vive. Des affrontements ont éclaté ces dernières heures entre manifestants réclamant la fin du pouvoir militaire et policiers. Une nouvelle flambée de violence dans la foulée des affrontements meurtriers après un match de football. Le détail dans un instant. D'une rive à l'autre nous emmènera en Italie pour suivre les derniers rebondissements liés au naufrage du Costa Concordia. Nous avons recueilli le témoignage d'une famille de rescapés. 3 semaines après le drame, la douleur est encore vive. Enfin, la rubrique Visage de la Méditerranée nous présentera la sœur jumelle de Mona Lisa. Selon de récentes expertises, une copie de la Joconde connue de nombreux spécialistes a en fait pour auteur l'un des élèves de Léonard de Vinci. Cette œuvre prend alors une toute autre dimension. Présentation à Madrid dans un instant. Et c'est encore une fois l'Égypte qui fait la une de l'actualité. Les manifestations se multiplient pour réclamer la fin du pouvoir militaire, cible d'une colère grandissante après la mort de 74 personnes dans des violences liées au football. Des affrontements ont notamment eu lieu à Suez où 2 personnes ont été tuées par balle et une trentaine d'autres blessées lors de heurts entre policiers et manifestants. L'Égypte où la colère se mêle à la stupeur après les violences survenues à Port Saïd cette semaine, je vous le disais. À l'issue d'un match de football, des centaines de supporters se sont violemment affrontés. Bilan, plus de 70 morts. Mais au-delà de ce drame, c'est bien la situation dans le pays qui suscite bon nombre d'interrogations. Depuis la chute d'Hosni Moubarak, il y a bientôt un an, l'Égypte a en effet connu des troubles parfois meurtriers, associés à une hausse de l'insécurité, liée notamment à un désengagement de la police. Certains accusent les partisans du président déchu d'être responsables des violences. Le point avec Stéphanie Lafourcataire. Après le choc, voici venu le temps des questions. Certes, ce n'est pas la première fois que des bagarres entre supporters dégénèrent en Égypte, mais cette fois l'ampleur du drame interroge. Les forces de sécurité ont-elles été dépassées? Les frères musulmans notamment, principal mouvement politique du pays, dénoncent leur présence insuffisante ce soir-là et leur incompétence à intervenir après les incidents. Une thèse accréditée par les problèmes de sécurité de ces dernières semaines. Face aux critiques, le chef du Conseil suprême des forces armées, au pouvoir depuis la chute d'Hosni Moubarak il y a un an, a affirmé que la sécurité dans le pays était bonne. J'ai ordonné l'ouverture d'une enquête. Ces événements auraient pu se produire dans n'importe quel stade au monde. Les coupables seront punis. Autre thèse qui pourrait expliquer ces incidents, les islamistes craignent que certains officiers de l'armée aient agi en représailles contre le peuple et la contestation. Le mouvement du 6 avril, qui a joué un rôle central dans la révolution, accuse directement le Conseil suprême des forces armées d'avoir préparé ces violences. On vient de le voir, depuis le renversement du régime d'Hosni Moubarak, l'insécurité est en hausse. La région du Sinaï n'est pas épargnée. Pour preuve, 25 Chinois qui travaillaient dans une usine de ciment ont été enlevés par des Bédouins. Ces techniciens et ingénieurs ainsi qu'un interprète ont finalement été relâchés. Les preneurs d'otages réclamaient la libération de 5 membres de leur tribu arrêtés entre 2004 et 2006 après un attentat sanglant. Selon un dignitaire bédouin de la région, la libération a eu lieu à l'issue de tractations au cours desquelles les autorités auraient promis de libérer les 5 détenus dans une quinzaine de jours. Plus à l'est, en Syrie, l'avenir du pays se joue toujours à l'ONU avec une nouvelle mouture du projet de résolution du Conseil de sécurité. Cette fois-ci, les Occidentaux ont fait des concessions à la Russie qui bloque depuis des mois les différentes versions du texte sur l'avenir du pays. Explication, Stéphanie Lafourcataire. Le Conseil de sécurité sortira-t-il de l'impasse? Russie et Occidentaux ont jusqu'à présent affiché des positions radicalement opposées. Le dernier projet de la Ligue arabe, soutenu par Washington et les Européens, prévoyait des sanctions économiques contre Damas, mais aussi un abandon du pouvoir de la part du président Bachar el-Assad, une issue rejetée par l'ambassadeur russe. Le Conseil de sécurité ne peut pas prescrire des solutions toutes faites pour influer sur les affaires intérieures d'un pays. Ce n'est pas dans la charte. Sinon, il va commencer à dire quel roi ou quel Premier ministre doit démissionner. Le nouveau texte n'évoque plus le sort du dirigeant syrien, de même que les sanctions économiques imposées par la Ligue à la Syrie. Autre concession à Moscou, il est écrit noir sur blanc qu'il ne serait pas question d'intervention militaire. À voir si cela suffira pour assouplir la position des autorités russes. Français et Américains, de leur côté, se sont montrés prêts à des compromis pour obtenir l'adoption d'une résolution, même adoucie. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Le ministre français des Affaires étrangères rappelle qu'il y a urgence. La répression en Syrie ne cesse de s'aggraver. Vous connaissez les chiffres, près de 6000 morts, près de 400 enfants massacrés. Et chaque jour qui passe,
allonge cette liste. Il faut arrêter ce massacre. Et le Conseil de sécurité ne peut pas rester silencieux face à une telle situation. Malgré la pression internationale, le régime syrien ne plie pas et la répression continue, de manière encore vive depuis une dizaine de jours. À Damas, l'opposition syrienne a bien conscience que la Russie peut changer la donne en votant une résolution. Je lance un appel à la Russie, qui a depuis longtemps des liens historiques avec le peuple syrien, afin qu'elle empêche le régime d'Assad d'exploiter son soutien pour continuer son oppression contre le peuple syrien. Fini les manifestations pacifiques, la crise a désormais basculé dans un conflit armé qui oppose les forces du régime à des milliers de combattants, rejoints par de nombreux déserteurs, ici fêtés en héros par la foule. La Syrie, où des enfants ayant à peine 13 ans font l'objet de tortures de la part de l'armée et des forces de sécurité. C'est ce qu'affirme l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. La révolte populaire est réprimée dans le sang. Dans ce contexte, un pharmacien installé en France, dans la Marne, se mobilise pour venir en aide aux opposants syriens. Reportage Marilyn Fournier, Philippe Mercier. Des milliers de morts et de blessés. En Syrie, le bilan ne cesse de s'alourdir. Face à ces images, l'ancien maire de Pleurs, pharmacien d'origine syrienne, ne peut s'empêcher de réagir et de lancer un appel pour qu'une aide soit apportée aux victimes de la répression. Contacté par l'association France-Syrie Démocratie, il passe commande de vaccins, poches pour transfusion, médicaments. Sur place, on manque de tout. Aucune ONG est autorisée en Syrie. Même les services de soins légaux aujourd'hui de l'État sont interdits d'intervenir dans les quartiers où il y a des blessés. Donc il faut collecter, il faut acheter et envoyer et acheminer clandestinement. Depuis quelques jours, des chèques à l'ordre de l'association France-Syrie Démocratie arrivent chez Issam Mousli. Il faut de l'argent pour acheminer de quoi venir en aide aux victimes. La nourriture aussi commence à manquer. Une tragédie qui en rappelle une autre. Aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire du massacre de la ville de Hama. La ville de Hama, 40 000 habitants, c'est-à-dire à l'échelle d'Épernay ou de Châlons-en-Champagne, on a effacé une ville complète de ses habitants. Et le fils, aujourd'hui, il s'attaque à tout le pays. Issam Mousli, qui a toujours une partie de sa famille en Syrie, espère qu'il n'y aura bientôt plus de dessins d'enfants témoignant de massacres. À retenir également dans l'actualité du bassin méditerranéen, la situation en Grèce. Le pays a mené à bien le gros de ses discussions avec les bailleurs de fonds étrangers sur un deuxième plan d'aide financière. Mais il doit encore s'entendre sur des questions comme les salaires, les retraites et la recapitalisation des banques. C'est en bref et c'est maintenant. Le plus gros est fait pour la Grèce. Athènes a mené l'essentiel de ses discussions avec ses créanciers privés pour effacer une partie de sa dette. Une étape essentielle en vue du déblocage du deuxième plan d'aide européenne. Désormais se pose la question des réformes supplémentaires qu'Athènes devra engager en contrepartie. Le ministre grec des Finances se dit prêt à agir. Si les systèmes de santé et de retraite grecs ne participent pas à l'effort de réduction de la dette, le pays sera détruit fiscalement et financièrement. Il ira à la banqueroute. Et lorsqu'un pays va à la banqueroute, il n'y a pas de budget suffisant pour financer chaque année les systèmes de santé et de retraite, ni pour couvrir le déficit. Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent lundi à Bruxelles pour discuter de ce deuxième plan d'aide à la Grèce d'un montant de 130 milliards d'euros. Et l'on reparle du TGV Lyon-Turin. Les ministres italiens et français ont formellement signé cette semaine à Rome l'accord indispensable à la finalisation du projet, et ce, malgré des oppositions parfois violentes côté italien. Le texte valide le tracé de cette future liaison ferroviaire de part et d'autre de la frontière. Voyez ce reportage de nos confrères d'Euronews. La France et l'Italie ont signé un document qui finalise le projet de TGV Lyon-Turin. L'idée court depuis des années. Un premier accord avait été conclu il y a 10 ans. Le texte signé valide le tracé définitif de cette future liaison ferroviaire. Ce projet suscite une vive opposition d'une partie de la population italienne qui doute de sa pertinence. Que dites-vous à ceux qui constatent une baisse du trafic, demande ainsi un journaliste. Ce n'est pas vrai, répond le ministre. Ces gens-là ont une vision étriquée de la croissance et du développement. En fait, les opposants dénoncent l'impact environnemental de ce projet. L'été dernier, ils étaient des milliers à manifester dans la vallée de Suse en Italie, ce qui avait donné lieu à des heurts violents avec la police. La semaine dernière, plusieurs de ces opposants ont été interpellés. La liaison ferroviaire à grande vitesse est censée désengorger le trafic dans les vallées alpines.
Le chantier doit durer une dizaine d'années. Son coût, près de 20 milliards d'euros partagés entre la France, l'Italie et l'Union européenne. Cette ligne TGV devrait permettre de relier Paris à Milan en 4 heures contre 7 actuellement. Ça ne vous a certainement pas échappé, il fait froid, même très froid. Et la France n'est pas le seul pays à être concerné. De la Turquie à la Grèce, en passant par l'Italie, une bonne partie du bassin méditerranéen est frappée par cet hiver rigoureux. Nous offrons alors des paysages pour le moins inhabituels. Petit tour d'horizon avec Stéphanie Lafourcataire. Jusqu'à 50 cm de neige et des températures arctiques, on croirait que la Turquie a changé de latitude. La vague de froid a frappé certaines régions de manière spectaculaire cette semaine. Le mercure n'est jamais descendu aussi bas depuis 30 ans. Le manteau blanc était tout aussi épais en Grèce, par endroits, des secteurs peu habitués à ce genre de conditions météo. Dans le nord du pays, un lac a même été figé par la glace. À travers le sud de l'Europe, on assiste aux mêmes scènes, des automobilistes obligés de mettre les chaînes en plein blizzard. Le trafic ferroviaire, aérien et terrestre a été particulièrement perturbé, comme ici à l'aéroport de Bologne en Italie, où les avions sont restés cloués au sol. L'Italie qui vit en ce moment sa semaine la plus froide depuis 27 ans. La vague de froid intense qui s'est installée sur la France, rendue plus aiguë encore par un vent glacial venu du nord-est de l'Europe, se maintient. L'air froid va rester prédominant pour les 5 à 6 jours à venir. Une situation évidemment très préoccupante pour toutes celles et ceux qui vivent dans la rue. À Marseille, le SAMU social a renforcé ses maraudes. Anne-Sophie Maxime, Joe Lovette. T'as pas de cigarette, s'il te plaît ? J'en ai pas de cigarette. Patrick vit dans la rue depuis 10 ans. Cet ancien légionnaire est invalide, mais chaque hiver, malgré le froid, il refuse d'être pris en charge par les équipes du SAMU social. J'ai dormi à moins 30 dans la rue. À Lille. Vous voyez, ça me fait pas peur. Le seul problème, il ne faut pas dormir. Il faut parler tout seul, chanter, n'importe quoi, avoir une radio, avoir un contact, mais pas sans dormir. La nuit prochaine, les températures vont descendre en flèche jusqu'à moins 10 degrés à Marseille. Pour les équipes du SAMU, le compte à rebours est donc lancé. On compte presque 800 SDF dans la ville. Leur vie est en jeu. Ah oui, nos équipes redoublent, on fait plusieurs passages, met des couvertures, et puis voilà, d'essayer de les convaincre. Écoutez, on va arriver. Au siège du SAMU, depuis hier, le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est ici qu'arrivent tous les appels pour signaler des personnes en difficulté dans la rue. Le plan grand froid de niveau 2 a été déclenché dans le département. Conséquence, plus de maraudes, mais également plus d'hébergements. Nous avons 100 places en plus environ pour des femmes, pour des personnes qui refusent l'hébergement. Là, aujourd'hui, on va forcer les personnes à rentrer dans l'hébergement. Parce que la température, ils ne savent pas ce que c'est à moins 15, surtout que le ressenti sera entre moins 20 et moins 30. Il faut impérativement que ces gens-là soient en sécurité. Au total, on compte 800 places d'hébergement à Marseille. Pour alerter les équipes du SAMU social, il suffit de composer le 115. Et pour connaître avec précision les températures, rendez-vous à la fin de ce magazine pour un point météo complet. D'une rive à l'autre, nous conduit en Italie, au large de la désormais célèbre petite île de Giglio. C'est là que le Concordia a heurté un rocher le 13 janvier dernier. Le bilan de la catastrophe a été chiffré à 32 morts. 17 corps ont été repêchés et 15 autres n'ont pas encore été retrouvés. Les recherches dans la partie immergée du bateau ont été suspendues à cause de mauvaises conditions météo et de vagues violentes. Les naufragés, eux, tentent de reprendre une vie normale, mais les images resteront longtemps, très longtemps gravées dans leur mémoire. Marie-Françoise Stéphanie et Stéphane Agostini ont revu certaines de ces victimes pour qui le rêve a viré au cauchemar. On était parti pour faire une croisière, pour se détendre, quoi. Là, on a vécu l'horreur, quoi. L'horreur du Titanic en vrai. On a vu une dame qui a sauté d'en haut du 5e étage, qui est arrivée dans l'eau et elle a disparu au fond de l'eau, on ne l'a plus jamais revue. Il se bousculait, il voulait à tout prix passer dans les chaloupes pour arriver plus facilement à la chaloupe, plus rapidement. Il privilégiait bien sûr les leurs, donc leur famille. Grands-parents, parents, petits-enfants, la famille Michelangeli au complet a survécu au naufrage. Ils ont vécu la peur, le chaos. Elle, la petite fille, prof d'informatique, habituée des paquebots, c'était leur 20e croisière. Il y avait des femmes enceintes qui pleuraient.
C'était impressionnant quand même. Elles voulaient se jeter à l'eau avec leur gilet, un gilet même pas attaché. La femme enceinte voulait à tout prix se jeter à l'eau, à tout prix. Elle disait « je veux arriver sur terre, je veux arriver sur terre, je veux sauver mon bébé ». Lui, compagnon de Séverine, médecin urgentiste à Sartène, rompu aux situations dramatiques. En colère, il se demande pourquoi le bateau n'a pas été évacué plus tôt. On est resté planté peut-être 1 heure ou 1 heure et demie devant la chaloupe, à attendre qu'on puisse rentrer dans la chaloupe, parce que l'équipage n'avait pas ordre de nous faire rentrer dans la chaloupe. En fait, voilà, donc la seule chose qu'on nous a dit à 3 ou à 4 reprises, alors qu'on était tous là à attendre de rentrer dans la chaloupe, c'était la situation est sous contrôle, c'est une panne du générateur électrique. C'est dans la chaloupe que Jean-Christophe a eu très peur. Je crois que c'est le moment le plus angoissant, c'était là, quoi, de se savoir entre les rochers et le bateau qui gîtait en train de nous écraser et la chaloupe qui démarre pas, on s'est vraiment vu mal là. Et puis en fait c'était un marin qui a plongé du 5e pont, qui a nagé jusqu'à la chaloupe, qui est monté sur la chaloupe et qui a fait démarrer la chaloupe en 2 secondes. Alors on s'est dit super, maintenant on est sauvés. Sain et sauf sur le quai de l'île de Giglio, la famille retrouve la terre ferme et les fous rires. Alors ça, c'est pas mal. J'ai vu tout faire mon amour de ma vie. C'est moi que j'ai peur. Dans les cabines du Costa Concordia, la famille a laissé passeport, carte bleue, bijoux. De retour à Nice, ils attendent depuis une semaine de nouveaux papiers d'identité pour pouvoir rentrer chez eux, à Sartène. On va essayer de voir avec le collectif comment on peut faire pour arriver à faire en sorte que au moins Costa puisse nous verser quelque chose le plus rapidement possible, entre 5 et 7 000 euros par personne pour essayer de pouvoir récupérer un maximum de choses perdues. Costa Croisière assure vouloir dédommager chaque passager. La seule préoccupation, c'est d'apporter un peu de soutien et un peu de réconfort à ces passagers qui ont vécu des moments extrêmement pénibles et qui sont en effet très difficiles à vivre. Un collectif de victimes s'est constitué. Avec leurs avocats, les rescapés envisagent de porter plainte si un accord à l'amiable avec la compagnie Costa n'est pas trouvé. L'indemnisation, elle va se faire au civil. Donc il y aura une première étape qui sera forcément amiable parce que y a lieu à discussion et puis on peut espérer que Costa va accepter ses responsabilités et mettre en place des systèmes d'indemnisation. Aujourd'hui, ce n'est pas réellement le cas. L'enquête suit son cours après la mise en examen pour homicide multiple et abandon de navire de l'étonnant capitaine Schettino. La famille Michelangeli pourra bientôt rentrer chez elle, s'acheter de nouvelles valises et peut-être un jour repartir en croisière. Et le collectif des naufragés français a mis en demeure l'armateur d'envoyer 11 000 euros d'indemnisation par rescapé à titre provisionnel d'ici lundi, sous peine d'action judiciaire. C'est sans aucun doute l'un des visages les plus connus au monde, celui de la Joconde. Son regard mystérieux alimente les discussions depuis des années et visiblement, elle n'a pas révélé tous ses secrets. La preuve, Mona Lisa a une sœur jumelle, une jeune femme au regard tout aussi troublant. Un tableau connu pour être une copie de celui du Louvre, mais voilà, et c'est là qu'il y a du nouveau. D'après les dernières expertises, cette œuvre aurait été réalisée par l'un des élèves de Léonard de Vinci à la même époque. On voit alors la Joconde telle que le maître envisageait de la réaliser avant de changer d'avis. Tout aussi troublante, elle vient d'être présentée au musée du Prado à Madrid. Suivez le guide. Même posture, même silhouette, même regard. La Joconde a donc une sœur. Présentée hier en grande pompe au musée du Prado, cette copie était connue par les spécialistes depuis longtemps. Mais un fond noir opaque cachait le décor derrière Mona Lisa. Nettoyé et restauré, le tableau laisse apparaître un paysage toscan, identique en tout point à celui de la Joconde de Léonard de Vinci. Une explication, c'est une copie, celle d'un élève dans l'atelier du maître. Cela nous renseigne sur les pratiques dans l'atelier de Léonard de Vinci. C'est un témoignage qui nous permet de dire que pendant que Leonardo peignait l'original, ses disciples faisaient des versions différentes du tableau, comme celle-ci. La copie vaut-elle l'original? Le disciple avait-il le talent du maître? À bien regarder, la Mona Lisa du Prado paraît plus jeune, moins mystérieuse. Mais surtout, ce tableau est en meilleur état.
et apporte un nouvel éclairage sur la Joconde du Louvre. Ça permet de voir le tableau tel que celui du Louvre est sous les vernis anciens. On est beaucoup plus proche de l'effet recherché par Léonard de Vinci. La Joconde espagnole va bientôt rejoindre celle de Paris, le 26 mars, dans le cadre d'une exposition Léonard de Vinci au Louvre, une occasion de comparer les deux sœurs jumelles. C'est aussi une œuvre d'art, un trésor caché dans le Cap Ferrat, une maison surplombant la mer décorée par Jean Cocteau en personne. Cet artiste aux multiples talents y a séjourné pendant plus d'une décennie. Aujourd'hui, l'héritière des lieux, dans l'impossibilité de payer les frais de succession, se propose d'en faire don à l'État, histoire d'ouvrir ses portes au plus grand nombre. Chantal Fazi, Didier Beaumont. Ici, le temps s'est arrêté. Nichée entre les pins, au bout du Cap Ferrat, cette villa, construite après la guerre, est restée telle que Jean Cocteau l'a décorée. Cette maison est quand même le pilier de tout ce qu'il a fait sur la Côte d'Azur, puisqu'il habitait ici. Il avait commencé par la maison. Donc je trouve qu'en souvenir de cet homme qui a beaucoup compté dans ma vie, qui était vraiment comme un deuxième père pour moi, je me dois, pour les générations futures, qu'elle soit visitable. Invité par la famille Weisweller dans les années 50 à séjourner ici, Cocteau va très vite tomber amoureux du lieu et vouloir y imprimer sa marque. Cocteau, au bout d'une semaine, a demandé à ma mère s'il pouvait faire un dessin au-dessus de la cheminée. Et de fil en aiguille, il a tatoué tous les murs de cette maison. Tout commence avec cette tête d'Apollon, un dessin au fusain fait d'un trait à main levée et sans étude préalable pour parler de la mythologie grecque et des pêcheurs de Villefranche. J'ai essayé vraiment de garder cette maison dans l'esprit de Cocteau et avec tous les objets qui lui ont appartenu. J'ai vraiment tout gardé, comme on dit, dans son jus. Cette maison, Cocteau l'a fréquentée pendant 11 ans. Carole Weisweller souhaiterait aujourd'hui l'offrir à l'État et sortir ainsi d'une succession difficile. Maintenant, j'attends d'être exonérée de mes droits de succession pour pouvoir la donner. Parce que je ne peux pas payer, je ne pourrai payer qu'en vendant. La Villa Santos-Spire est estimée à 18 millions d'euros. Des restaurations seraient nécessaires, mais l'État n'a toujours pas donné sa réponse. Autre décor, même féerie, l'Escolania de Montserrat est une véritable institution en Catalogne du Sud. Dans un paysage hors du commun se cache un monastère. Ici, des dizaines d'enfants viennent trouver leur voie en donnant de la voix. Entre enseignement scolaire, religieux, musical et vocal, leur emploi du temps est rythmé. C'est un reportage signé Marc Tamon, Frédéric Savino. C'est un paysage d'une beauté étrange. Les montagnes et le sanctuaire de Montserrat à l'ouest de Barcelone. Édifié il y a 1000 ans, détruit puis reconstruit au 19e siècle, plus qu'un monastère, c'est un emblème national de la Catalogne. Un lieu qui résonne depuis toujours des voix cristallines de l'Escolania, le cœur d'enfant le plus ancien d'Europe. L'existència de l'Escolania sempre ha estat lligada a l'existència del santuari. L'existence de l'Escolania a toujours été liée à la présence du sanctuaire et de ses moines bénédictins qui se sont installés ici en 1025. Pour eux, c'était bien qu'il y ait un chœur d'enfant qui anime ce lieu dédié à la Vierge de Montserrat. L'Escolania accueille ainsi 50 élèves âgés de 8 à 14 ans. Et pour Martí, comme pour les autres, c'est chaque jour le même rythme, enseignement classique, et 2 fois par jour les vêpres à 13 et 18 heures. C'est très impressionnant parce que l'église est toujours pleine. Il faut savoir que durant l'année, il y a presque 2 millions de personnes qui viennent nous écouter. C'est pas rien. Un vrai succès populaire qui dépasse le simple cadre religieux. En Catalogne du Sud, ce chœur est un phénomène. És una cosa molt profunda. Arrela
c'est quelque chose de très profond, qui touche les croyants et les non-croyants. On peut dire que cela vous élève. Des chants religieux qui font aujourd'hui le tour d'Europe entre tournées et diffusion commerciale, car plus que moines, ces enfants sont d'abord destinés à devenir musiciens. Eux aussi donnent de la voix. Il Volo, c'est le nom de ce trio qui part à la conquête de l'Amérique avec son premier album. Loin des stéréotypes des boys band bodybuildés, ce groupe se compose d'adolescents dont la tessiture rappelle celle des ténors. Sur des orchestrations savamment étudiées, ils reprennent des grands classiques et c'est là la recette du succès. Un portrait signé Euronews. Il Volo est un trio dont les membres se sont rencontrés lors d'une émission de télé-réalité de la télévision italienne, ce type d'émission où s'expriment les talents les plus divers et variés. Les trois jeunes chanteurs partent à la conquête de l'Amérique avec leur premier album. Notre album est fait de chansons classiques, mais aussi de chansons pop, de chansons pour les jeunes, mais aussi de chansons classiques. Tout est donc parti d'une émission. Les producteurs n'ont pas été loin à la détente quand ils ont entendu ces trois ados ténors. Ils leur ont fait enregistrer le classique des clichés italiens, O Sole Mio. Mais quelle est au fait leur chanson préférée ? Peut-être O Sole Mio parce que c'était notre première chanson que nous avons chantée ensemble quand nous nous sommes rencontrés à la télé. Oui, c'était il y a 2 ans. Et le producteur, il nous a demandé de rassembler nos voix et c'était notre première chanson, O Sole Mio. Et c'est de là qu'est né Il Volo. Il Volo. On a acquis pas mal d'expériences en faisant We Are The World pour Haïti, American Idol et Jay Leno. Oui, beaucoup d'expérience, mais je crois que ce qui a été le plus constructif, ça a été We Are The World pour Haïti, parce que nous avons rencontré beaucoup d'artistes. Et personnellement et artistiquement, nous avons grandi, parce que beaucoup d'artistes nous ont donné des conseils. Stanotte amore non ho più pensato a te. Avant de se quitter, je vous le disais dans ce magazine, jetons un regard sur la météo. Le soleil dominera sur une grande partie du bassin méditerranéen. À noter de la pluie en Italie et en Algérie et même de la neige est attendue dans ce pays. C'est assez rare pour être signalé. Quant aux températures, elles oscilleront ce week-end de moins 2 degrés en moyenne pour la minimale en France, jusqu'à 19 degrés en Israël. Il fera 16 degrés en Grèce et 10 degrés en Turquie. Le journal de la Méditerranée, c'est terminé. Retrouvez ce magazine de France 3 Sat sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.